Bonjour. Nous voici réunis pour cette dernière séance du séminaire sur les bibliothèques invisibles. Et à cette occasion, donc, je reçois Christine Lombez. Christine Lombez, qui est professeure de littérature générale et comparée à l'Université de Nantes, membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France, spécialiste de traductologie, de politique et des relations entre politique et traduction, spécialiste aussi de la poésie européenne depuis l'Antiquité, mais aussi en particulier de la poésie allemande depuis le 19e siècle. Et Christine Lombez est l'auteur de très nombreux livres sur la poésie moderne, sur les traductions de la poésie, par exemple sur Philippe Jacotet, poète et traducteur de Rilke et Hölderlin, sur les traductions de la poésie allemande en français dans la première moitié du XIXe siècle. Et son dernier livre, en tant qu'auteur, est un très beau livre intitulé, un très beau titre du reste, La seconde profondeur, la traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle, et c'est paru aux Belles Lettres en 2016. Ça, c'est son dernier livre, sauf erreur, en tant qu'auteur unique. Mais Christine Lombez est aussi grande chercheuse dans des groupes, en collectivité. Et elle a participé à d'abord un très beau, très grand projet sur l'histoire des traductions en langue française, auquel on collaboré, qui a été mené par Yves Chevrel et Jean-Yves Masson en particulier. Et Christine Lombez a participé en particulier et a dirigé les volumes consacrés à l'histoire des traductions en langue française au XIXe siècle et au XXe siècle. Et ces volumes, tout à fait énormes, ils font plus de 1000 pages, parfois presque 2000 pages chacun, tout à fait fondamentaux pour l'histoire des traductions en langue française, sont parus chez Verdier en 2012 et en 2019. Mais si j'ai invité Christine Lombez ici à venir parler dans ce séminaire, c'est parce que Christine Lombez a aussi dirigé pendant 5 ans une équipe importante intitulée « Traduire sous l'occupation », composée de chercheurs français et internationaux, qui a travaillé sur les traductions pendant l'occupation allemande, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui permet de poser la question. Je pense que là, je ne vais pas déflorer la problématique, si je peux dire, mais que vous allez développer, mais permet de développer cette question des bibliothèques invisibilisées, de la création peut-être de nouveaux canons, en tout cas de la sélection d'œuvres dans un contexte trouble politiquement comme celui de l'occupation. Et l'un des résultats de ce travail collectif a été le livre qui vient de sortir, qui est sorti il y a 1 an aux presses de l'Université François Rabelais de Tours, Traduire, collaborer, résister, traducteurs et traductrices sous l'occupation. Et c'est, je crois, de cela que va nous parler Christine Lombez dans cette dernière séance de séminaire avec une communication intitulée donc « Traductions et nouvelles bibliothèques en temps de guerre, le cas de l'occupation allemande 1940 à 1944 ». Nous sommes très heureux de vous accueillir, Christine Lombez, et je vous donne la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et aussi mes remerciements pour l'invitation que vous m'avez faite 2 années de suite. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous physiquement aujourd'hui pour les mêmes raisons que l'an dernier, mais je me réjouis de pouvoir être là à distance, là et pas là en même temps, et de pouvoir vous exposer un certain nombre de résultats du programme de recherche que vient de vous présenter William Hart, qui porte effectivement sur la question de la traduction littéraire sous l'occupation, qui a été l'enjeu en fait de mes 5 années de délégation à l'Institut universitaire de France. Donc, je rappelle brièvement, ce projet avait pour ambition de cartographier la pratique de la traduction littéraire durant l'occupation dans 2 pays au destin assez proche, à savoir la France et la Belgique, qui ont connu 2 régimes d'occupation simultanés, de dépouiller les publications en France et en Belgique occupées dans les périodiques et dans les volumes, de localiser ces publications, de retracer la trajectoire des intermédiaires et des traducteurs, qu'ils soient critiques, enseignants, journalistes, poètes, et également d'analyser les discours
qui ont été tenues sur la traduction à cette période, parce que pendant cette période d'occupation, on parle beaucoup et on réfléchit beaucoup sur ce que traduire veut dire. C'est intéressant et je vais en reparler tout à l'heure. Il faut savoir également que jusque-là, les textes traduits parus dans les journaux, dans les revues, n'avaient jamais réellement été considérés parce qu'ils avaient tout simplement échappé au radar bibliométrique. Hein. Les traductions parues en revue pendant cette période si spécifique étaient vraiment passées un tout petit peu à travers les études, et on ne s'était vraiment pas intéressé à cette question. Jusqu'à ce que je découvre ce sujet, si on peut dire, durant précisément des recherches effectuées dans le cadre de l'histoire des traductions en langue française, XXe siècle, dont vous avez parlé. Et donc, pour donner plus de visibilité à ces traductions, à ces bibliothèques de traduction dont on va parler, une base de données numériques inédite a été mise en ligne il y a à peine un mois, donc en fait, c'est tout récent, consultable à l'adresse que vous voyez sur la diapo, qui permet donc, qui recense toutes les traductions que nous avons rassemblées, hein, l'équipe et moi-même, pendant ces 5 ans de travail. Il y a un problème de son? Je vous entends pas? Oui, là ça va. Ah non, parce que je vous voyais faire signe, donc c'est pour cela. Donc je parlais de cette base de données qui est vraiment inédite, hein, puisqu'elle met à la disposition des chercheurs toutes les traductions, en tout cas un grand nombre de traductions qui ont été publiées dans le champ français et francophone durant les années noires. Hein, et cela, en fait, équivaut à presque 5000 références publiées en France et en Belgique, considérant toutes les langues, tous les genres et tous les auteurs ensemble. Hein. Donc, c'est un chiffre assez grand et assez intéressant. Donc, ça laisse augurer aussi, à la faveur de ce volume de références, de nouvelles lectures possibles des modalités de la vie littéraire française dans ce contexte historique tout à fait exceptionnel. Et ça permet également de révéler, précisément le sujet de votre séminaire, de nouvelles bibliothèques d'auteurs traduits en langue française qui soit sont promus par l'occupant, soit publiés de manière subversive ou clandestine. Donc on verra qu'il y a un rapport d'opposition entre ce que veut l'occupant et les réactions qui peuvent venir de différents milieux, à la fois résistants et aussi opposants au sens le plus large. Donc cette base de données permet de faire des statistiques intéressantes par œuvre, par langue, par auteur, par support publié. Hein. Donc je pense que c'est un outil qui va vraiment appeler à être utilisé pour analyser cette période. Alors donc, quelle est cette politique de traduction sous l'occupation, hein? Donc c'est une politique qui rend, je dirais, la traduction sous l'occupation relève, hein, dans ces circuits officiels, d'une pratique effectuée sous contrainte. Pour reprendre l'expression de Johanna Popa dans son ouvrage, elle se situe dans un cadre de contrôle très étroit de l'imprimé, hein, et donc va susciter par réaction aussi des forces, je dirais, dissidentes ou centrifuges. Donc durant l'occupation, prévaut une logique de ce que j'appellerais une logique d'importation très contrôlée et surveillée. Hein. À savoir qu'il faut traduire le plus d'auteurs possible allemands en français afin d'imprimer sa marque. Hein. L'occupant veut imprimer sa marque et veut réorienter idéologiquement le lectorat français. Je cite même les mots de l'occupant, il s'agit de communiquer au peuple français des valeurs intellectuelles et culturelles allemandes. Fin de citation. Donc, l'enjeu est clair. Hein. Il s'agit d'une politique de rééducation, de réorientation. Certes, officiellement, une réciproque est prévue, c'est-à-dire qu'on pense aussi éventuellement à traduire de bons auteurs français. Quand je dis bons auteurs, c'est entre guillemets, c'est-à-dire qui sont en ligne avec l'idéologie nationale-socialiste. On pense à traduire des bons auteurs français en allemand, pour faire un pendant, mais il faut voir que dans les faits, cela ne va vraiment pas aboutir, dans la mesure où il y aura à peine une petite dizaine d'œuvres d'auteurs français qui ont été traduits, parmi lesquels donc Drieux-La Rochelle, Henri de Monterland, Jacques Chardonne, Alphonse de Chateaubriand, et j'en cite, je ne les cite pas tous, mais voilà, c'est donc une politique de traduction très déséquilibrée,
sous des discours qui affirment exactement le contraire. Donc, première chose, comment ça se passe, comment ça se présente? Eh bien, elle se décline, cette politique de traduction, en plusieurs volets. Hein. Tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle l'action Übersetzung, hein, c'est-à-dire l'action de traduction, hein, Übersetzung, traduction, qui est mise en place par l'occupant dès son arrivée à Paris, hein, dès les premiers jours de l'occupation. Et cela va se décliner en plusieurs initiatives, à savoir la constitution d'un comité de traduction franco-allemand, hein, et l'établissement d'une liste d'ouvrages prioritaires allemands à traduire en français. Hein. Cette liste est établie par l'Institut allemand de Paris, qui dépend étroitement de l'ambassade allemande du Reich. Donc, ce comité de traduction franco-allemand se réunit dès le mois de septembre 1940 et donc va comporter plusieurs types de personnages, hein, des représentants de la propagande allemande, des polyglottes du ministère des Affaires étrangères allemand, des personnalités françaises issues du monde des lettres, du monde de l'édition, notamment Bernard Grasset, des universitaires, hein, germanistes, comme Maurice Boucher ou bien Albert-Marie Schmitt, des personnes du monde économique également. On voit très bien que cette politique est préparée très en amont, hein, très en amont parce qu'elle s'installe dès l'arrivée des Allemands à Paris. Donc on voit qu'il y a un intérêt politique porté par l'occupant à la traduction littéraire en français, dans leur volonté justement d'imposer à la France ces nouvelles bibliothèques qui seront cette fois en accord avec leur ligne idéologique. Alors, cette liste Mathias comportait, bon, malheureusement elle est perdue, on n'en a pas gardé d'exemplaires, mais elle comportait environ 500 titres d'auteurs allemands à traduire prioritairement. Hein, auteurs allemands, c'est-à-dire aussi bien des belles lettres que de l'histoire de l'art, de la philosophie, du droit. Hein, donc un panorama assez large de la vie intellectuelle allemande, mais dans une optique qui est compatible avec l'idéologie nationale-socialiste, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, d'imposer une ligne idéologique. De ce fait, on va assister à la naissance d'un panthéon littéraire que j'appelle revisité, hein, puisque dans le cadre de cette action de traduction et de cette liste, l'occupant va faire la promotion de certains auteurs en particulier qui, à ses yeux, représentent la bibliothèque idéale de la vraie, ce qu'il pense être la vraie germanité. Hein, donc je vous ai mis quelques noms: Bruno Brehm, Hermann Stehr, Ina Seiden, Paul Alberdes, Baldo von Schirach et d'autres. Si vous ne les connaissez pas, c'est normal, parce que ce n'étaient pas les meilleurs, et donc ils se sont assez vite fait oublier à la fin de la guerre. Mais ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre cours, à savoir qu'il s'agit effectivement de constituer un nouveau canon pour faire oublier un autre canon, ou en tout cas une autre bibliothèque. Et cette bibliothèque qu'il fallait faire oublier, hein, c'était celle des écrivains émigrés arrivés en France dans les années 30 après la montée du fascisme. C'est-à-dire qu'en fait, les nazis, les occupants considéraient que la France avait une vision de l'Allemagne qui émanait de ces auteurs-là. Et donc, ces auteurs, c'était des auteurs de l'émigration, comme les membres de la famille de Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Alfred Döblin, mais, les Autrichiens, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, etc. On pourrait citer beaucoup d'autres noms, hein, mais parmi les plus importants. Donc, évidemment, des auteurs qui étaient des contestataires, souvent juifs, qui étaient considérés par l'occupant comme des auteurs à proscrire. Qui se sont d'ailleurs très vite retrouvés dans les listes de censure dont je parlerai tout à l'heure. Donc il faut faire oublier ces auteurs et imposer une nouvelle germanité, qui sera la germanité, je dirais, qu'on appelle le Völkisch en allemand, c'est-à-dire qui exalte la supériorité raciale de l'Allemagne. Hein, et donc les auteurs qui développent cette vision seront particulièrement encouragés, hein, parce qu'il s'agit d'affirmer la supériorité raciale du peuple allemand sur les autres peuples. Ce qui est intéressant à noter, c'est que certains noms qui étaient dans cette liste d'ouvrages à promouvoir par la traduction, dans cette fameuse liste Mathias, certains noms étaient loin de faire l'unanimité
dans certaines instances nationales socialistes. C'est un peu paradoxal, mais on voit qu'il y avait des tensions visiblement, puisque dans un rapport que l'on peut consulter au Centre de documentation juive contemporaine, on voit une remarque sur la politique, je cite, personnelle étrange de l'Institut allemand. Donc l'Institut allemand qui pilotait cette politique de traduction prioritaire. Et donc on comprend que entre les membres de la propagande et les membres de l'Institut allemand, il devait y avoir des tensions, pour ne pas dire plus, parce que certains ouvrages, certains auteurs qui étaient dans la liste étaient considérés comme indésirables par la propagande à Berlin. Donc, on a des auteurs comme, par exemple, Hans Fallada, Ernst Jünger, Rainer Maria Rilke, qui fait partie des auteurs à promouvoir par la traduction. Or, ces auteurs-là sont justement un peu marqués au fer rouge, en tout cas considérés comme non recommandables par les services de la propagande de Berlin. Donc, on voit qu'il y a peut-être déjà des divergences de vues dans la manière d'affirmer ce qu'est une politique culturelle de la traduction. Et la bibliothèque de l'Institut allemand de Paris aurait abrité d'ailleurs plusieurs centaines d'ouvrages qui étaient considérés comme déviants idéologiquement, ce qui a conduit le directeur de l'Institut à être rappelé temporairement à Berlin une fois que ça a été constaté. Donc voilà déjà ces petits éléments de réflexion qui sont quand même intéressants parce qu'on voit qu'il n'y a pas une véritable ligne claire sur ce qu'on veut représenter de la culture allemande nazie. On ne s'entend pas vraiment sur cette notion. Conséquences, alors, de quoi s'agit-il concrètement? On commence à traduire, donc les choses se mettent en place, et donc de décembre 1940 à août 1944, on observe une mainmise de plus en plus affirmée des traductions de l'allemand en français. C'est absolument notable, et ce n'est pas de nature à nous étonner, avec une importance particulière donnée à la poésie. Et cela, c'est un peu ce qui a été la surprise, en tout cas, de nos travaux, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la poésie était majoritaire dans la traduction. Donc les promoteurs de cette action de traduction avaient donné une importance particulière à la poésie pour des raisons que j'essaierai tout à l'heure d'esquisser, même si c'est encore dans le cadre d'un travail que je mène qui n'est pas encore achevé. Donc, il y avait en plus une action combinée de 3 listes de censure, qui s'appellent donc les listes auto, qui datent de 1940, 1942, 1943. Donc ces 3 listes de censure combinées à la liste de traduction à promouvoir, donc c'était des traductions de l'allemand, la liste Mathias, ces listes de censure auto éliminaient progressivement l'anglais, tous les ouvrages issus de l'anglais, donc hors ce qui est considéré comme classique, c'est-à-dire publication antérieure à 1870, élimination du polonais, élimination du russe, à partir de 1943, dans la 3e version de la liste, parce que chaque fois la liste était un petit peu retoilettée, et on ajoutait des interdictions. Bon, la réalité est un petit peu différente, parce que on se rend compte que certains titres continuaient, certains titres notamment de l'anglais, certains ouvrages continuent à circuler sous le manteau, notamment la traduction d'Autant en emporte le vent, publiée juste avant la guerre, était encore disponible sous le manteau. On n'avait pas le droit de la mettre en vitrine, mais on pouvait encore l'acheter jusqu'à épuisement du stock. Et puis on voit que, c'est ce qu'a révélé aussi la recherche, on voit que par exemple, on a traduit La Chambre de Jacob de Virginia Woolf en 1942. Or, normalement, elle n'aurait pas dû être traduite, ou bien on a traduit aussi une nouvelle de Joyce en 1944 dans la NRF. Donc, les choses sont à nouveau ici un petit peu... bon, il y a vraiment du jeu, tout n'est pas très, très clairement fixé. Mais ces listes auto ont une conséquence vraiment sur la traduction, à savoir que, notamment de la poésie, à savoir qu'elles font émerger des langues et elles en font disparaître d'autres. Et donc on revient à nouveau ici dans cette dialectique entre l'oubli et la mémoire. Donc l'anglais, le polonais, le russe disparaissent, en tout cas officiellement, et on voit l'émergence d'œuvres espagnoles et italiennes, pas étonnant, pour des raisons d'affinité, on va dire, politique. On voit arriver beaucoup de langues nordiques, le suédois, le danois, le finnois. Tout à l'heure, vous parliez des sagas islandaises, et c'est vrai qu'il y a une grosse actualité aussi des sagas islandaises sous l'occupation, en traduction.
On s'intéresse aux langues orientales, on s'intéresse aux hongrois, aux tibétains. Donc, on voit arriver de nouvelles langues, de nouveaux auteurs. Hein. Mais encore une fois, les choses sont un tout petit peu plus compliquées parce que si on regarde de peu plus près, hein, on voit que les auteurs anglo-saxons, certes, ceux qui sont enregistrés au dépôt légal disparaissent progressivement, hein, mais en fait, on les voit réapparaître ailleurs sur des supports qui sont moins contrôlés, comme les revues, hein, donc, et qui ne sont pas justement enregistrés nécessairement au dépôt légal. Donc, il faut vraiment nuancer toutes ces données. Et selon ce que l'on a actuellement dans la base, traduction sous l'occupation, donc plus de 2700 références de poésie étrangère en traduction sont parues, tout support et langue confondues. Hein. Alors, juste pour l'information, hein, mais dans le cas des œuvres espagnoles, on va surtout traduire des œuvres du siècle d'or, par exemple, et des auteurs comme Góngora ou comme Saint-Jean-de-la-Croix, également, beaucoup traduits. Dans le cas de l'Italie, de l'italien, puisqu'il y a aussi pas mal de traductions d'italien, on traduit des auteurs qui figurent dans les cercles assez proches de ce qu'on appelle les intellectuels de Mussolini. Donc là aussi, on choisit vraiment dans les canaux officiels des auteurs qui ne posent pas de problème. Hein. Mais encore une fois, les choses sont plus complexes parce que on voit que, en dépit des interdictions de la censure, eh bien, certaines traductions continuent à exister, mais autrement. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, alors là, vous avez justement une photo de la liste auto, hein, donc des fiches qui correspondaient à ces listes de censure et des auteurs à interdire, hein, qui étaient envoyés à tous les éditeurs, hein, qui devaient eux-mêmes s'auto-censurer en fait. C'était un peu les termes de la négociation. On n'interdisait rien, c'était les auteurs qui ne faisaient pas publier, qui ne sortaient pas leurs ouvrages. Hein, donc c'était assez facile. Donc cette initiative pour orienter le lectorat français va de pair avec une prise en main, bien sûr, des espaces éditoriaux, hein, justement dans la perspective d'établir de nouvelles bibliothèques conformes. Donc déjà, on a des créations de collections qui sont dédiées à ce qu'on appellera les bons ouvrages étrangers. Hein, donc Gallimard crée une collection des classiques allemands. Alors là, il ne prend pas trop de risques parce qu'en fait, le classique, bon, c'est jamais très idéologiquement marqué. Hein, donc, les classiques allemands, c'est une façon de faire plaisir à l'occupant, mais pas trop s'engager. Hein. Vous voyez qu'Aubier-Montaigne fait pareil, collection bilingue des classiques étrangers. Hein. Chez Albin Michel, on a les collections des maîtres de la littérature étrangère. Chez Sorlo, on a les maîtres étrangers, enfin, donc toutes les maisons d'édition qui ont échappé, enfin, qui ont été arianisées, créent leur propre collection pour accueillir justement ces traductions qui doivent paraître. Donc on crée un cadre pour les accueillir. Et on sait d'ailleurs que lorsqu'on on publie des traductions de cette liste Mathias, on sait que l'on aura la possibilité d'avoir le papier pour imprimer. Parce qu'il faut comprendre aussi, je ne vais pas préciser, mais il faut comprendre qu'on est dans une période de fort rationnement du papier et que la censure, elle se fait aussi par ce biais-là. C'est-à-dire, si on n'accorde pas le papier, eh bien, on ne publie pas l'ouvrage. Donc, si au contraire, une maison d'édition se dit prête à publier une traduction de tel auteur qui est sur la liste, Mathias, eh bien, il va tout de suite passer la censure et il va avoir le contingent de papier nécessaire pour publier son ouvrage. Hein, donc c'est une manière très subtile, hein, une façon de vraiment prendre en main tout cela. Donc ici vous avez donc dans le point de vue de l'éditeur, et puis on voit que également cette prise de contrôle se prolonge dans la presse à travers des pages culturelles qui sont elles-mêmes très orientées. Hein, donc dans une certaine presse, une presse qu'on va dire un tout petit peu littéraire, ou en tout cas qui a une prétention à faire connaître des réalisations culturelles littéraires, il y a en général une page consacrée à la littérature et aux arts. Alors par exemple ici, vous avez une page qui s'appelle Connaître l'Europe, qui a été concédée au journal, à l'hebdomadaire Comédia, en échange de sa reparution, puisque le journal avait été interdit, mais en fait, cette page est pilotée par l'Institut allemand. Ça ne se sait pas, on ne le dit pas, bien entendu,
mais c'est l'Institut allemand qui décide de qui va être évoqué dans cette page de Connaître l'Europe. Vous avez également une bibliothèque européenne, alors, toujours dans le Comédia, hein, c'est une bibliothèque dans laquelle, en fait, c'est plutôt une chronique dans laquelle on fait la revue de tous les ouvrages qui sont publiés en Allemagne ou en traduction française à cette époque-là, durant la période de l'occupation. Hein, donc, bibliothèque européenne. Présence européenne également dans le journal La Gerbe d'Alphonse de Chateaubriand. Donc, vous voyez que chaque fois, ce qui est important, c'est visiblement, c'est la notion d'Europe. Hein, c'est la notion d'Europe, mais d'une Europe allemande, en fait. Hein, c'est une Europe dans laquelle l'Allemagne aura pris toute sa place, et on fait croire à la France qu'elle peut jouer dans ce concert-là. Hein, c'est un discours qu'on lui fait entendre. Cela étant dit, ça n'a jamais été l'objectif des occupants. Hein, c'est juste une manière d'apaiser l'orgueil français. Hein, mais on sait que l'occupant n'a jamais eu l'intention de faire jouer un rôle à la France en Europe sur le plan culturel. Donc pour vous donner une idée, voilà un exemple de cette page dans un exemplaire de Comédia du 2 octobre 1943. Vous avez cette page, Connaître l'Europe, dont vous voyez qu'elle est entièrement, hein, sur 5 colonnes, dédiée à la poésie allemande. Donc journal, effectivement, qui est vraiment piloté par l'Institut allemand, particulièrement cette page-là. Hein, uniquement des traductions de poésie allemande. Donc la raison officielle de cette offensive est clairement affirmée. Hein. Il s'agit de corriger l'image fausse, voire inexistante, qu'avait la France de la littérature et de la culture allemande depuis l'entre-deux-guerres. Je dis inexistante parce qu'il y a aussi des arguments comme quoi la France n'a jamais traduit assez de poésie allemande ou de littérature allemande depuis en gros la Première Guerre mondiale, et donc la France ignore superbement son voisin allemand, alors que l'Allemagne a toujours mis un point d'honneur à traduire les auteurs français. Donc il y a une opposition qui est toujours, qui ressort très très souvent dans les propos. Nous vous avons beaucoup traduit, vous ne nous avez jamais traduit, donc vous ne nous connaissez pas. Hein. Donc il faut que vous nous connaissiez, et vous allez nous connaître par la traduction. Mais particulièrement par la traduction de poésie, parce que c'est encore par la poésie qu'on connaît le mieux un peuple. Et ça, c'est aussi un argument qui revient sans cesse et qui explique justement ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir pourquoi il y a tellement de poésie traduite. Hein, donc l'occupant pense qu'en traduisant la poésie, eh bien, il crée les conditions de ce qu'on va appeler un rapprochement franco-allemand, mais tout cela, bien sûr, est un discours fictif, hein, mais c'est un peu le discours officiel que l'on entend dans les milieux de l'occupation. Mais simplement, cette promotion sur mesure va susciter des réactions. Hein. Il est évident que ça ne va pas laisser le public ou les éditeurs ou les traducteurs de marbre. Et il va y avoir beaucoup d'opposition, surtout dans la zone sud, hein, du temps où la France est encore divisée en deux, hein, zone nord, zone sud, dans l'empire colonial aussi. Hein, il n'y a pas qu'à l'époque, la France a encore un empire colonial, et l'éloignement de la métropole fait que une plus grande liberté en fait est possible. Et donc, on va voir que les revues culturelles qui publient hein, dans cette zone-là sont de potentiels foyers de contestation. Donc, ce sera le point suivant, la traduction comme espace de contestation. Hein. Donc, il y a une contestation visible par l'intermédiaire de médiateurs et de supports spécifiques, particulièrement notable après 1943. Hein, 1943 étant le tournant psychologique de la guerre, puisqu'à ce moment-là, on se rend compte que l'Allemagne va certainement perdre la guerre. Et ça va changer beaucoup de choses dans la manière dont les personnes se positionnent. Hein. Il va y avoir une prise de distance de plus en plus nette vis-à-vis de ce que souhaite faire l'occupant. Alors, en ce qui concerne la poésie, qui est le domaine dont je m'occupe et que j'ai particulièrement travaillé, on se rend compte que l'éventail des poètes étrangers est vraiment très très large, hein, eu égard aux circonstances, et révèle totalement ce clivage. Hein, c'est-à-dire que selon l'orientation que l'on veut donner à la traduction, eh bien, on aura par exemple des poètes allemands d'obédience nationale-socialiste, on va dire, des poètes encensés par le régime nazi, mais on aura aussi des poètes opposants au régime nazi, comme par exemple Bertolt Brecht ou bien Erich Kästner, pour citer que quelques noms.
Pour l'anglais, ce sera pareil. On aura des traductions d'auteurs classiques et on aura aussi des traductions d'auteurs totalement modernes, hein, donc qui sont a priori interdits par la censure. Même chose, hein, pour les poètes espagnols. On ne parle pas de la poésie espagnole de la même façon si on est au nord ou au sud ou même dans l'empire colonial. Hein, un poète comme Lorca, par exemple, suscite beaucoup l'intérêt, mais c'est très intéressant de voir qu'on ne voit pas le même Lorca au nord et au sud, hein, même pas du tout. Hein, donc chaque choix est en fonction en fait de lignes que l'on veut affirmer. Donc, on a également beaucoup de langues qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, des langues nouvelles, hein, comme des langues finno-ougriennes, le tibétain, les langues régionales. Hein, tout cela vient compléter justement ce panorama qui est déjà assez riche. Alors, ce qui m'intéresse ici le plus, dans cette perspective de contestation, c'est le rôle joué par les anthologies. Parce qu'une anthologie, c'est on va dire une petite bibliothèque, c'est une bibliothèque en miniature constituée avec une idée directrice, hein, qui peut être très orientée politiquement, et c'est le cas ici en particulier. Donc c'est ce que j'appelle l'anthologie comme champ de bataille symbolique. Ici, nous avons un cas d'école avec l'opposition entre une anthologie publiée dans le cadre de la collaboration, publiée en 1943 chez Stock, et une anthologie résistante qui répond à cette première anthologie en 1944. Alors là, je ne sais plus exactement de combien de temps je dispose parce que tout cela est avec le retard, je ne sais pas exactement si j'ai encore un peu de temps, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on est encore dans cette idée d'effacement. C'est-à-dire que l'anthologie résistante qui est parue aux éditions de Minuit en 1944, qui s'appelle Les Bannis, va être exactement une entreprise d'effacement de l'anthologie publiée un an plus tôt chez Stock, hein, donc anthologie de la poésie allemande des origines à nos jours. Hein. Donc pour dire deux mots sur ces deux volumes, hein, je passerai assez rapidement. Le premier, donc l'anthologie chez Stock est une publication d'envergure pilotée par l'Institut allemand en deux volumes quand même de à peu près 300 pages chacun. Hein, donc c'est une entreprise vraiment de référence qui vise à faire un panorama de la poésie allemande depuis, en gros, depuis les mines Singer jusqu'à la génération de poètes qui ont combattu en France pendant la guerre de 1914. Hein, donc on a vraiment un panorama très, très large. Il y a des poètes classiques dedans, beaucoup de poètes classiques. Il y a des poètes dont on se demande ce qu'ils viennent faire, notamment quelqu'un comme Rilke, parce que Rilke est considéré comme un poète indésirable à cette époque-là par l'occupant. Hein. Rilke est considéré comme un pacifiste un peu efféminé, pas du tout viril, et donc ne correspond absolument pas à l'image que l'Allemagne veut donner hein, de ses poètes. Il y a Heine qui est absent officiellement, mais qui est présent en sous-marin parce que le traducteur publie un texte, enfin insère un texte de Heine sans dire qu'il est de Heine, hein, donc seuls ceux qui savent se rendent compte, et sinon Heine est absent de cette anthologie. Par contre, le deuxième volume est un volume entièrement, on va dire, enfin, le deuxième moitié du deuxième volume est un volume entièrement consacré aux poètes nazis, aux poètes nationaux-socialistes. Et donc, il y a une visée propagandiste qui est très claire. Hein. Et quand on voit les notices bibliographiques, on se rend compte qu'on met l'accent justement sur l'affiliation de tel poète à la SS, à la SA, son implication dans les échelons du parti. Donc, on montre bien qu'on valorise cet aspect-là, hein, cet aspect idéologique, même si parfois il est un petit peu minoré pour pas trop faire peur peut-être aux lecteurs français, mais ça transparaît malgré tout. Alors, cette anthologie, hein, qui est une entreprise sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est absolument intéressante, vraiment passionnante même, que je ne peux pas vraiment ici approfondir, a bien sûr entraîné des réactions très diverses. C'est allé de l'enthousiasme de quelqu'un comme Céline au dégoût de ceux qui étaient justement opposants, hein, voire résistants. Hein. On se rend compte effectivement qu'il y a trop d'auteurs qui sont absents, qu'il y a eu un écrétage et un écrémage politique. Hein. Et donc, on est convaincu que cette anthologie est une trahison de la poésie, est une trahison de l'Allemagne poétique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va répondre à cette anthologie par une autre anthologie. C'est pour ça que je parle de champ de bataille symbolique. Et là, c'est l'anthologie de la clandestinité, puisqu'elle paraît, elle est faite clandestinement. Hein, elle paraît
en 1944, et donc elle va restituer ces auteurs qui manquaient dans l'anthologie précédente. Donc on voit apparaître tous les auteurs effectivement qui manquaient, à savoir Heine, Bertolt Brecht, les poètes expressionnistes, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Franz Werfel, etc. Donc je pourrais encore citer d'autres noms, mais c'est une réponse qui est vraiment une réaction pied à pied. Hein. Donc on répond pour effacer les méfaits de cette anthologie officielle, et on dit que on pose une pierre d'attente, c'est-à-dire cette petite anthologie qui vraiment en soit très très peu de choses, hein, qui n'a jamais été rééditée d'ailleurs jusqu'ici, devait préparer une nouvelle anthologie qui allait paraître après la fin de la guerre. Or, cette anthologie n'a jamais été faite. Hein. Donc, on a uniquement ce petit ouvrage qui est vraiment, qui est émouvant en soi, hein, puisqu'il manifeste cette réaction de la résistance française de racheter par la traduction l'honneur perdu des poètes allemands, hein, et en particulier des poètes classiques qu'ils considèrent avoir été embrigadés par le nazisme. Donc ces poètes classiques comme Goethe, comme Schiller sont de fait considérés comme des poètes en exil. Hein, et donc il revient à la résistance de racheter l'honneur de ces poètes-là, hein, en les faisant figurer autrement, hein, dans un autre cadre que le cadre d'une anthologie officielle. Donc on voit que l'enjeu, l'instrumentalisation de la poésie en temps de guerre est absolument important et réel. Ce débat et ce combat, hein, se déplace aussi dans les revues, puisque nous allons avoir des numéros anthologiques qui vont faire apparaître justement de nouveaux auteurs, hein, de nouveaux choix d'auteurs. On voit cela dans les revues de zone libre, hein, comme par exemple Poésie, qui est la revue de Pierre Segers, Fontaine, qui paraît à Alger, Pyrénées, qui paraît à Toulouse. Donc toutes ces revues constituent des petites anthologies dans leurs pages, et ces anthologies, bien sûr, expriment la volonté de ne pas se laisser dicter sa bibliothèque d'en haut, si on peut dire. Hein. Donc on voit par exemple, là je vous ai mis en diapo, vous voyez à gauche la couverture du numéro spécial sur la poésie espagnole, Poésie 41. Hein, donc on retrouve certes des auteurs du siècle d'or qui étaient également promus, ou en tout cas que l'on traduisait dans la presse officielle, mais on trouve aussi des auteurs de la génération de 98, de la génération de 27, donc des auteurs qui, eux, par contre, ne seraient absolument pas en phase avec l'idéologie fasciste, hein, bien au contraire. Donc ça c'est dans la poésie 41, et puis dans la revue Fontaine, vous avez ici un numéro tout à fait exceptionnel. Il paraît en 1943, c'est un écrivain et poète des États-Unis d'Amérique. C'est une anthologie qui a été coordonnée depuis les États-Unis par un philosophe traducteur qui s'appelle Jean Val, et il publie dans ce numéro des auteurs qui sont quasiment tous censurés, interdits par les listes auto, c'est-à-dire ce sont des auteurs modernes, contemporains, hein, donc Williams, Carlos Williams, Archibald MacLeish, Frédéric Procoche, E.E. Cummings, et j'en passe, hein, T.S. Eliot. Donc tous ces auteurs-là, normalement, étaient interdits par la censure. Hein. Mais comme Fontaine publiait à Alger, et que c'était après 1943, eh bien, voilà, ils se sont permis de faire ce numéro, qui est un numéro d'anthologie vraiment au sens strict, parce qu'il montre certainement le choix le plus vaste à cette date d'écrivains et de poètes récents de langue anglaise, issus des États-Unis. Donc c'est très intéressant de voir ce geste qui est aussi un geste de défi vis-à-vis des préconisations de la censure. Hein. Donc c'est aussi une façon d'introduire des noms, hein, comme par exemple Langston Hughes, qui est un poète de la Renaissance de Harlem. C'est les premières traductions de Langston Hughes en français, hein, et elles sont dans cette anthologie de Fontaine. Alors, quelques remarques sur les enjeux de la traduction poétique. Hein, on voit qu'il y a une dimension symbolique de la traduction poétique en temps de guerre, en accord avec les auteurs qu'elle promeut ou qu'elle prohibe. Hein. Donc, en ce sens, voilà, il y a plusieurs cas que je vais évoquer, mais je vais passer assez rapidement. Le cas Hölderlin en 1943,
1943 est une année symbolique à plusieurs titres. C'est déjà l'année où on pense qu'on est presque sûr à partir de 1943 que l'Allemagne va perdre la guerre, mais c'est aussi l'année où on célèbre le centenaire de la mort de Hölderlin. Et donc l'occupant, qui considère que Hölderlin est vraiment l'emblème de la germanité poétique, veut donner du lustre à ces manifestations en organisant des conférences, des lectures un peu partout en France, dans les différents instituts allemands que comporte le territoire. On voit qu'il y a une volonté de faire connaître plus largement Hölderlin, des traductions qui sont publiées dans la presse favorables à l'occupant. On voit apparaître pas mal de textes. Mais on voit également que Hölderlin est, je dirais pas récupéré, mais en tout cas réapproprié par la contestation, on va dire une certaine dissidence, puisqu'on trouve des traductions de Hölderlin aussi dans des revues qui sont considérées comme faisant partie de la légalité subversive, donc la revue Poésie en particulier, la revue Confluence. Donc on trouve du Hölderlin aussi bien du côté allemand officiel que du côté légaliste subversif, donc des revues qui ont le droit de paraître, mais qui se permettent parfois des petites choses comme cela, et parfois ont des problèmes avec la censure, justement. Et Hölderlin est intéressant parce que cette même année, il était au programme de l'agrégation d'allemand. Et donc, on a une germaniste dont le nom est connu de tous les amoureux de la poésie allemande, qui est Geneviève Bianchi. Geneviève Bianchi, qui était professeure d'allemand à l'université de Lyon, plutôt d'orientation communiste, qui avait donc été déchue de son poste dès le début de l'occupation. Et donc, comme quand même elle était germaniste, on lui a demandé de faire des traductions de Hölderlin pour le programme d'agrégation de cette année-là. Et donc, elle publie un volume de poèmes de Hölderlin, sans visiblement avoir compris, d'après ce qu'on sait de ses archives, en tout cas en s'étant rendu compte très très tard qu'elle s'était faite piéger en participant à une initiative qui était en fait idéologiquement marquée. Elle avait l'impression qu'elle traduisait Hölderlin pour un programme d'agrégation. En fait, elle faisait partie de tout un programme idéologique de valorisation de Hölderlin comme poète de la germanité et de la supériorité germanique. Donc, parfois, voilà, même les traducteurs se font piéger de façon plus ou moins naïve. Deuxième point, ce que j'avais dit tout à l'heure, donc, on voit que cette époque est propice au débat sur la manière de traduire. C'est ce que j'appelle un début de traductologie comparée. C'est étonnant parce qu'on penserait que ce n'est pas forcément le sujet qui préoccupe le plus les gens à cette époque-là, et on est surpris de lire dans les journaux, en particulier, des colonnes, des tribunes où on compare des traductions, on fait valoir des points de vue de traducteurs, on s'oppose, on débat, on conteste. Et donc, on se rend compte qu'il y a un fort intérêt au geste traductif. Pas seulement aux auteurs que l'on traduit, mais au geste lui-même, et à la façon dont on s'y prend pour traduire. Et on voit cela vraiment de manière très très frappante pour deux poètes, en particulier donc, le poète Federico García Lorca et Rainer Maria Rilke, qui sont sans doute les deux les plus commentés pendant cette période-là. Et on se demande pourquoi d'ailleurs, pourquoi, qu'est-ce qu'il symbolisait à cette époque-là, est-ce qu'il symbolisait le poète antifasciste martyr dans le cas de Lorca? Et pourtant, dans la presse de l'occupation, Lorca est présenté autrement. On le présente comme le poète andalou. Quant à Rilke, est-ce que c'était le pur poète pacifiste? Comment est-ce qu'il était appréhendé? Pourquoi ce si grand intérêt pour Lorca et Rilke? Ce sont des questions qui sont intéressantes à poser. Quoi qu'il en soit, la traduction poétique s'affirme comme, je dirais, un art de lire clandestin au carré. C'est un art de lire parce que la poésie est toujours un discours un peu codé, mais quand il s'agit de traduction, eh bien, c'est encore redoublé, parce que par la traduction, on peut justement infléchir le sens. On peut introduire des petites subtilités, des petites nuances, et on le voit très bien, en particulier quand on traduit de la littérature antique ou bien de la littérature régionale. C'est ces deux aspects qui sont très intéressant de voir comment, sous le prétexte de la littérature gréco-latine, par exemple, on fait passer des messages qui sont des messages très actuels concernant vraiment les réalités de l'occupation. Donc, la question que je me suis posée, c'est, en ayant vu tout cela, est-ce que traduire les poètes pendant cette période, ça ne serait pas un exercice de liberté?
un acte d'émancipation, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on ne comprend pas confusément que, en traduisant, eh bien, on s'interroge sur le sens, on interroge hein, la manière de construire le sens, on constate aussi la relativité du sens, puisque, comme toute traduction, il n'y a pas d'interprétation objective d'un texte, hein, toute traduction étant un acte éminemment subjectif et destiné à être repris, être sans cesse recommencé. Donc, est-ce que cette prise de conscience, cette réflexion sur le sens et sur la manière dont le sens peut être construit, peut être multiple, est-ce que ce n'est pas un moment où le pays est inondé de discours propagandistes on sait à quel point voilà, ils sont tendancieux. Est-ce que ce n'est pas une façon de se réapproprier hein, le sens et donc ici, est-ce que ce n'est pas, pour reprendre les propos de Tiffaine Samoyo dans son ouvrage Traduction et violence, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que la part d'interprétation laissée à la traduction est un espace potentiellement sécessionniste et émancipateur, ce qui expliquerait, en rebouclant sur ce que j'ai dit au début, pourquoi la poésie est particulièrement favorisée aussi par le parti adverse. Voilà, et pour finir, je dirais que tout cela, ce ne serait pas possible, et vous en avez parlé tout à l'heure, mais tout cela ne serait pas possible sans les passeurs eux-mêmes. Donc ces passeurs qui sont très importants pour construire ces nouvelles bibliothèques. J'ai eu l'occasion de donner quelques noms, donc Jean Val, Geneviève Banqui, mais on a aussi des personnages comme André Thérive, André Meyer, Jacques Decour, Paul Demant, le poète Armand Robin, et tous les autres qui ont contribué, dans un camp ou dans l'autre, à faire émerger ces auteurs, nouveaux ou anciens, selon les partis pris de chacun. En bilan, ou en conclusion provisoire, je dirais que cette opération de traduction menée en France par l'occupation a eu un succès finalement plutôt mitigé. Le nombre de traductions n'a pas été atteint. Hein. On pense qu'il y a eu vraiment à peu près 300 traductions réalisées hein, sur les 500 qui avaient été prévues. Donc ce n'est pas réellement un succès. Tout cela est aussi dû au fait que la France a particulièrement résisté. Hein. Il y a eu une résistance des milieux français, des milieux culturels français, à la pénétration allemande. Et on s'en rend compte en particulier quand on consulte les archives du ministre des Affaires étrangères à Berlin, qui renferment tous les documents de cette époque-là. On voit que l'occupant se plaint vraiment du manque de coopération des Français, du manque d'enthousiasme à vouloir vraiment s'impliquer dans ces initiatives. Et donc finalement, c'est un petit peu avec une certaine passivité que la France a accueilli ce genre d'action, hein, ce qui explique que ça n'a pas vraiment été un grand succès finalement. Ce qu'on a vu également, c'est que donc, les enjeux idéologiques liés à la traduction sont toujours vrais, mais ils sont rendus d'autant plus manifestes en temps de guerre. Hein. Toute traduction a certainement lié hein, un projet, mais en temps de guerre, ou en temps de, je dirais, sous contrainte, en temps de régime contraint, fasciste, totalitaire ou autre, eh bien, les enjeux idéologiques ressortent avec encore plus d'acuité. Finalement, on voit que la poésie a été très instrumentalisée, hein, ainsi que les poètes, d'un côté autant que de l'autre. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je propose de me pencher davantage, c'est-à-dire de quoi cela est-il le nom, hein, ce désir de poésie et ce désir de traduction de la poésie en temps de guerre. Ça sera une piste à creuser. Et pour terminer, je dirais que cette période et ce projet de recherche eh bien, nous a permis de regarder différemment les réalités de cette période troublée. En ce sens, il ne s'agit pas de phénomènes contingents, mais je pense au centre vraiment de ce qu'était la vie culturelle française durant les années noires. Je vous remercie de votre attention. Donc, je voulais remercier, chers collègues. Donc, vous étiez tout à fait dans les temps et c'est tout à fait passionnant d'avoir cette présentation de panorama de la vie culturelle sous l'occupation, parce qu'il y a eu une vie, c'est ce que vous nous montrez en vérité, il y a eu une vie culturelle, mais en fait aussi une bataille culturelle. C'est de cela qu'il y a une seconde guerre, en quelque sorte, et de cette manière, ce que votre étude, votre recherche montre en quelque sorte qu'on pourrait
écrire une sorte d'histoire parallèle de l'invasion de la France, où l'Allemagne aurait envahi la France uniquement parce qu'il y aurait eu un déséquilibre de traduction et que l'Allemagne se serait plaint d'avoir pas été assez traduite en France, et donc c'est pour cela que Hitler aurait lancé ses troupes avec le Blitzkrieg sur la frontière française. Enfin, on imagine ici vraiment une sorte d'histoire fiction, mais qui est en fait l'histoire en quelque sorte d'une sorte de où l'Allemagne se présente, et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui a eu lieu dans les motifs culturels présentés par les intellectuels allemands collaborateurs du régime nazi, à savoir qu'une sorte de revanche en vérité, une sorte de justification a posteriori de l'invasion, comme une sorte de revanche culturelle, parce que la France, et c'est quand même pour le coup une grande constante depuis le romantisme allemand, d'une sorte d'inféodation de l'Allemagne à la culture française, et un grand nombre d'auteurs, en particulier du XIXe siècle allemands, n'ont eu de cesse précisément de revendiquer une sorte de nouvelle de légitimité proprement germanique. Et donc, de certain point de vue, ce que vous nous racontez, c'est une sorte de rejustification, alors en partie artificielle, hein, même en grande partie, je pense, mais peut-être pas totalement, qui serait une justification interne, peut-être à prendre peut-être sérieusement du point de vue du côté allemand, qui serait une sorte de revanche culturelle. Est-ce que finalement, on est là plus, voilà, c'est une hypothèse que l'on peut faire, est-ce qu'on est là vraiment dans l'ordre d'une sorte de discours purement contingent, lié aux circonstances historiques de l'époque, ou est-ce que réellement il y a quelque chose de plus profond dans cette politique allemande de traduction? À vrai dire, je serais tentée de vous répondre en disant que tout cela, c'est du pipeau. Parce qu'en fait, l'Allemagne avance un argument totalement fictif. La France était très bien informée de ce qui existait en Allemagne au XIXe siècle en particulier. Ça, c'est un sujet que j'ai étudié, et il y avait un flot de traduction absolument considérable de l'Allemagne, des poètes allemands vers la France au XIXe siècle. Toute la poésie euh, qu'on va appeler romantique au sens large, mais très large, ayant été traduite avec enthousiasme au XIXe siècle, durant quasiment du romantisme jusqu'au symbolisme, pour dire les choses assez vite. Et même après, on n'a jamais cessé de traduire. Hein, donc, quand on avance cet argument, c'est un argument qui est tout à fait fictif, parce que c'est justement oublier l'existence de ces traductions, sauf que ce n'était pas forcément toujours les auteurs qu'on voulait. C'est là où ça devient intéressant, parce que c'est d'une mauvaise foi totale. Les traducteurs existaient, les traductions existaient, mais elles n'étaient pas... soudainement, on faisait comme si elles n'existaient plus. Hein. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit, par exemple, la préface du directeur de l'Institut allemand à cette anthologie en 2 volumes, c'est exactement l'argument qu'il développe. Il dit oui, la France n'a jamais traduit les poètes, il y a juste 2 petites anthologies qui ont été traduites depuis le début du XXe siècle, c'est vraiment trop peu. C'est faux, absolument faux. Vous allez sur le catalogue de la BNF et vous trouvez 5-6 titres qui montrent qu'on traduisait de la poésie allemande, de la poésie autrichienne. Enfin, le public pouvait lire. Donc c'est une justification qui n'en est pas une. Parce qu'en fait, l'hypothèse de départ est fausse. Et en même temps, ce que vous montrez, c'est qu'il y a aussi une sorte de bataille générique, une bataille des genres. Oui. Il me semble que quand même l'Allemagne, dans ce geste sur la poésie, l'Allemagne se considère et se revendique et se vend ou s'impose comme la nation poétique par excellence. Tout à fait. Tout à fait. Alors que la France a un rapport, dans la constitution du canon de la littérature française, n'est peut-être pas basée prioritairement autour de la poésie. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, tout à fait. En fait, ça fait partie du cliché de l'Allemagne que l'on a eu depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'Allemagne Dichter und Denker, les poètes et les penseurs. Hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est l'image d'une Allemagne idéale, une Allemagne spéculative, amoureuse des idées, de la poésie, et l'Allemagne ne serait que cela. Hein, donc c'est oublier aussi le caractère déjà très nationaliste du romantisme allemand, hein, que l'on n'a pas voulu voir, mais qui a été découvert un tout petit peu trop tard. Mais il y avait déjà, même dans la philosophie de Herder, un très fort nationalisme lié justement à la supériorité du peuple allemand.
Donc cette idée que l'Allemagne est le pays de la poésie, c'est un cliché qui s'est vraiment répandu depuis, oui, on va dire la fin du XVIIIe siècle, qui a eu tout à fait forte presse durant le XIXe siècle. La France a été fascinée par ce pays des philosophes et des poètes, donc des purs esprits, on peut dire, sans voir tout ce qui était derrière. C'est-à-dire il y a eu un écran absolument fascinant, hein, l'Allemagne projetant cette image de la poésie pure, et c'est encore le discours de Heidegger, par exemple, en 1936 sur Hölderlin, la manière dont il présente Hölderlin, c'est exactement aussi cela, c'est le pur poète de la germanité, mais c'est vraiment l'incarnation de l'Allemagne. Hein. Et donc on a vraiment sans arrêt ce cliché qui est repris, qui est rediffusé, sauf que c'est un discours très dangereux, parce que derrière cette image un peu idéale, cliché, se cache toujours, même au XVIIIe siècle et même surtout au XIXe, au moment des montées du nationalisme, se cache un discours politique qui est extrêmement agressif vis-à-vis de la France. Je pense que c'est important ce que vous dites là, parce qu'il me semble que, cette façon qu'a eu l'Allemagne nazie de créer une sorte de mythe ou d'image culturelle de nation poétique a fait des victimes auprès de grands intellectuels après la Seconde Guerre mondiale. Des gens comme George Steiner, par exemple, hein, qui n'ont cessé de colporter le mythe ou l'image du soldat nazi qui, à la porte des camps de concentration, lisait Rilke avant d'aller gazer des juifs. Hein. Je parle ici, bon, c'est des choses assez horribles, mais il y a une sorte de volonté de prendre au mot en fait ce qui n'a été qu'une instrumentalisation de la poésie et de la littérature par le régime allemand, alors qu'en vérité, le régime nazi-allemand n'était pas basé sur, enfin, me semble-t-il, sur une promotion en Allemagne même, nécessairement de la poésie, mais c'est quand même plutôt des... Enfin, je ne sais pas quel est le rapport entre cette politique. Il y a une politique de la littérature, mais il y a aussi une politique du cinéma, quand même, qui était assez importante. Et au bout du compte, le régime nazi était beaucoup plus basé sur ces arts plus populaires, dans la vérité, que sur un art assez élitiste comme la poésie. Donc il y a eu la création d'une sorte d'image du nazi cultivé à laquelle certains intellectuels anti-nazis se sont parfois laissés prendre, me semble-t-il, après la Seconde Guerre mondiale. Qu'en pensez-vous ? Mais c'est à peu près la même chose que l'image du nazi qui jouait du piano, des fugues de Bach dans le camp d'Auschwitz. Il y a vraiment ce décrochage assez tragique entre justement une réalité incontestable d'avoir des Allemands cultivés, mélomanes, amateurs de poésie, ce qui ne protège en rien de la barbarie. Hein. Mais et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup tourmenté un poète dans un autre type de situation, comme Paul Celan, par exemple. Ce rapport à la poésie, à la langue allemande. Hein, le fait qu'on ait vraiment cette idée que l'Allemagne est un pays de poètes, mais c'est aussi, il le dira à sa façon, c'est aussi un pays d'assassins. Donc il y a quelque chose d'assez dangereux dans ce cliché, dans ce plaquage d'images qui fait que effectivement on n'a pas trop su quoi répliquer, hein, et on a découvert le réel que bien après. Mais cette image du pays de poète est restée, je pense, en tout cas, la Seconde Guerre mondiale lui a donné un coup définitif. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette vision. Mais jusque-là, il y avait cette image idéalisée. Vous parliez tout à l'heure du soldat qui avait dans ses poches des poètes en allant au front. Ça revient sans cesse. Ça revient sans cesse et on voit des partisans de la collaboration qui notent cela avec une grande admiration. Vous imaginez les soldats qui vont sur le front de l'Est, ils ont Hölderlin dans leur poche et ils lisent la poésie de Hölderlin avant de se battre. C'est magnifique. Enfin, c'était un discours qui rendait les gens... Enfin, voilà, il y avait une admiration réelle pour cette image-là. Hein. Mais encore une fois, je pense que c'était une image qui était vendue aussi dans un but précis. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même l'effet d'une propagande en vérité, et que dans la réalité, il y a eu quelques officiers allemands cultivés, ça bien sûr, il y en a eu, de reste il y a des officiers dans tous les pays du monde qui sont cultivés, donc, mais que ça correspondait à la réalité
la plus grande des troupes allemandes, en particulier des troupes de SS, ça resterait à vérifier. Je pense qu'il y a là l'effet d'une propagande qui je trouve très intéressante. Et le fait est qu'il y a une sorte de guerre sur le champ poétique qui a eu lieu, en particulier en France, parce que quand on pense vous avez parlé des poètes allemands qui étaient traduits, mais on pense aussi beaucoup, de l'autre côté, aux poètes français résistants, au Aragon, au Éluard, René Char, et une partie de la guerre s'est jouée précisément autour de la poésie. Et quand on réfléchit aussi aux productions littéraires françaises de la Résistance, on pense quand même d'abord, avant tout, à la À poésie, la poésie. plus qu'à n'importe quel autre genre, me semble-t-il. Tout à fait, tout à fait. Alors dans ce cas-là, c'est un sujet, c'est un autre sujet, mais la poésie en langue française, comme je disais tout à l'heure, c'est un art, c'est aussi un art clandestin de lecture parce que on voit bien comment, enfin, c'est ce que dit Aragon, hein, il faut reprendre la tradition du Trobar-Clous, de la poésie fermée, donc qui n'est lisible que par un certain nombre d'initiés qui ont le code pour décoder le message. Et donc la poésie permet de faire passer ces messages clandestins, hein, donc comme les troubadours à l'époque médiévale, on pouvait chanter la dame en présence même de son seigneur. Et son seigneur n'y entendait rien. Donc en fait, la poésie, à l'époque, telle qu'elle est pratiquée par Éluard, par Aragon, pas par Char, parce que Char n'a pas publié pendant la guerre du tout, il s'y refusait, hein, considérait que c'était une compromission. Mais si on parle d'Éluard et d'Aragon, surtout dans les revues auxquelles ils ont participé, la poésie est vraiment aussi une manière de diffuser des messages codés. Hein, et on voit très bien la réaction de certaines revues. Je pense au poème Nymphée d'Aragon, qui a été publié dans, si je m'abuse, la revue Confluence. Et c'était tellement, le double message était tellement évident que même les censeurs de Vichy l'ont vu et la revue a été interdite pour plusieurs mois. Hein, donc, parce que c'était une allusion à un combat qui avait lieu en Ukraine au même moment. Donc, Nymphée étant le nom antique de la presqu'île de Kertch. Donc, c'était très très clair, même ça s'est vu. Hein, mais la plupart du temps, ça passait à travers. Hein, et donc, la poésie avait aussi cet avantage, à savoir qu'elle permettait de diffuser à la fois de manière très synthétique, parce qu'un poème, plutôt, on va dire, c'est plus court qu'un roman, hein, et avec des images fortes, elle permettait de faire passer des messages qui étaient retenus, hein, qui étaient assimilables facilement et qui servaient ensuite de moyen de reconnaissance. Donc, la poésie en langue française a une importance réelle, mais là où je trouve, enfin, l'image me semble incomplète si on n'ajoute pas à cette poésie toute la poésie en langue étrangère qui vient s'ajouter. Et c'est pour ça que je parlais d'un art de lire clandestin au carré, parce que quand on traduit la poésie, c'est la lire deux fois. Oui, tout à fait. Et alors, c'est tout à fait passionnant. Et effectivement, vous avez raison d'insister aussi, je pense, sur la question de la taille des poèmes, qui fait que, effectivement, ce sont des textes qui peuvent circuler plus facilement que des romans, voire que des nouvelles, hein, parce que, effectivement, ça tient sur une page, ça peut servir de tract, et il y a là vraiment quelque chose d'important qui se passe lié à la dimension même des objets. Je voudrais terminer avec une dernière question, mais c'est vraiment une question de pure curiosité. Vous avez parlé de la politique allemande de traduction en France. Est-ce que dans les autres pays occupés en Europe, est-ce que les politiques sont comparables sur les traductions de poésie, ou est-ce qu'il y a en France, est-ce qu'il y aura en France un accent plus particulier mis sur la littérature, sur la poésie? Enfin voilà, est-ce que vous avez des idées sur ce qui se passe au même moment dans les autres pays européens occupés par l'Allemagne? Absolument. Oui, absolument. Alors déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce programme sur la traduction a été mené conjointement avec des chercheurs de Belgique qui ont connu une situation d'occupation similaire à la nôtre, à la même époque, pendant 4 ans et quelques. Donc, on a pu comparer. Et ce qu'on a vu, c'est que précisément, cette initiative était uniquement destinée à la France. C'est-à-dire qu'en Belgique, il y a eu des petites tentatives un peu d'introduire de manière, voilà, un programme de traduction prioritaire, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, tout était trop désorganisé, ça n'a pas pris. Et donc, on se rend compte qu'en fait, cette politique, elle a vraiment été, elle ciblait particulièrement et quasiment exclusivement la France. Et on se rend compte que la France était vraiment le partenaire, enfin, c'était l'ennemi à abattre et il fallait mettre tous les moyens pour arriver à comment
en finir avec cette arrogance française qui était devenue insupportable, enfin, ceux qui considéraient être comme l'arrogance française. Donc on voit que non, c'est vraiment une spécificité française. Et en ce sens, c'est très révélateur aussi, hein, même si cette politique n'a pas forcément eu les résultats, parce qu'elle a été aussi assez désorganisée en France, hein, il y a eu quand même pas mal de... Ça a tiré un peu à U et à Dia à certains moments. Il n'empêche, c'est certainement le seul pays où il y a eu une telle politique de traduction concertée et qui a quand même donné plus de 300 traductions, donc ce n'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et donc c'est un peu la preuve, effectivement, que c'est un peu ce que nous disions au début, à savoir que réellement, il y a eu l'ambition de s'attaquer à la nation littéraire par excellence, qui était la nation française, et que donc, de ce point de vue-là, cette politique de traduction était une sorte d'hommage du vice à la vertu, hein, si je puis dire, bon, avec beaucoup de guillemets. Donc la bataille se faisait aussi sur ce terrain-là, parce que c'était la France et qu'il y avait aussi, en fait, un enjeu de domination culturelle, littéraire, au niveau européen, me semble-t-il. Et c'est ce que vous montrez vraiment magnifiquement. Donc vous avez un projet en cours d'une monographie qui devrait suivre sur... Oui, quand j'aurai le temps de m'en occuper, parce que je suis directrice de laboratoire et je peux vous dire que je n'ai plus trop le temps de faire de la recherche. Mais si, oui, c'est un sujet sur lequel je compte écrire dès que le temps me sera donné. Ben, nous l'espérons beaucoup et vraiment nous vous remercions ici avec le public présent et l'ensemble des auditeurs en ligne par vidéo interposée du Collège de France. Nous vous remercions énormément pour cette contribution de recherche, d'abord sur 5 ans de travail dont vous nous avez donné des résultats tout à fait passionnants et qui viennent vraiment, je crois, enrichir une réflexion sur les bibliothèques invisibles, c'est-à-dire en gros ces bibliothèques reformatées qui laissent tomber des pans entiers et qu'on reconfigure et qui veulent en fait promouvoir une sorte de vision mentale de ce que serait une littérature idéale ou contre-idéale, hein, comme la littérature nazie. Hein, tout est possible. Je crois que ça venait clore de manière tout à fait passionnante cette série de séminaires sur les bibliothèques invisibles. Je vous remercie encore, Christine Lombez. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est nous. Voilà. Et pour nous donnons rendez-vous à l'année prochaine. Donc, merci. Au revoir. Au revoir. Merci bien.